Dans la première vidéo, j'ai introduit le sujet et j'ai parlé ou plutôt de l'un des défauts que j'ai pu observer chez une grande part des couples, qui est l'insatisfaction de l'un ou des deux conjoints. J'ai parlé aussi de la négativité ambiante qu'on ressent tous, qui nous touche tous à différents degrés et d'où elle vient. J'ai aussi commencé à parler de l'ego, qui est la cause de la plupart des séparations. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à commencer par la première partie. Ça te permettra de mieux comprendre ce qui va suivre. On continue. Deux autres manques que j'ai pu observer sont le manque d'autocritique et la focalisation sur les défauts de son conjoint. Deux aspects de l'ego, de nouveau. On le voit dans de nombreux couples, chacun par son ego démesuré reproche à l'autre souvent ce qu'il a lui-même comme défaut. Il suffit d'observer. Il ne suffit que d'une sincère introspection pour s'en rendre compte. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on ne sait pas distinguer ce qui provient de l'ego et ce qui vient de nous. Pour le coup, c'est propre à l'ego. Refuser de voir ses propres imperfections, se croire au-dessus des autres, meilleur. Donc, tu vois des couples, et souvent les jeunes couples, de moins de 10 ans de vie commune, se chamailler pour des broutilles, reprochant à l'autre constamment des choses, trop de choses. Et souvent, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre quand survient une dispute. Ça parle en même temps, ou plutôt ça crie en même temps. On veut être entendu, mais on n'accepte pas d'écouter. On exige d'être compris, mais on ne prend pas le temps de comprendre l'autre. À force, on ne sait plus dialoguer calmement, on se sent incompris, non accepté. Ça crée de la frustration et puis des non-dits. Et à force de non-dits, on en a gros sur le cœur. Et on en vient à ne plus parler du tout. Ça nous éloigne petit à petit et quand on se parle, c'est uniquement pour se faire des reproches, pour se chamailler. On peut dès lors parler d'une relation toxique. Ici, je ne parle pas de ceux qui recherchent des relations toxiques, des PN, etc., mais de ceux qui sont normalement conçus. Deux personnes peuvent être totalement saines d'esprit et vivre une relation toxique. La moitié de la planète n'est pas manipulateur narcissique, faut arrêter 2 secondes et se remettre en question. Les PN représentent seulement 3% de la population mondiale. En France, 45% des mariages finissent par un divorce. En Belgique, alors là, on détient le record avec plus de 70% de divorces. Sur 100 mariages enregistrés, 71 finissent par un divorce. C'est énorme. On se serait bien passé de ce trophée. Si on retourne aux sources, on peut s'apercevoir que le problème vient du manque de dialogue. Les couples qui s'entendent ont une belle complicité et celle-ci se témoigne par le dialogue. De nos jours, il y a vraiment un gros manque à gagner à ce niveau-là. On est les meilleurs amis quand tout va bien, puis quand ça va mal, on devient les pires ennemis du monde. C'est vrai que dans un monde si interconnecté, on a l'impression qu'il n'y a plus le temps pour les véritables relations humaines après tout, alors que ça fait partie des plus belles choses à vivre, si seulement on savait. Et ceux qui le savent l'ont sûrement oublié. Combien de couples à l'heure actuelle s'assoient encore autour d'une table et discutent calmement de ce qui pourrait être amélioré? Combien de couples crèvent l'abcès avant que ça ne s'aggrave? Combien mettent leur ego de côté par sagesse, amour ou peu importe tant que ça marche? Il n'y en a pas énormément en vrai. Mais ceux qui décident de le faire assurent la pérennité à leur couple. Et même si ce n'est que l'un des deux qui agit, il ou elle devrait en être fier car il ou elle donne l'exemple. Dernièrement, j'ai regardé l'intervention d'un homme qui avait une approche très intéressante sur le sujet. Il disait qu'avec sa femme, ils ont traversé une époque très difficile quelques années auparavant, qui a d'ailleurs bien failli les mener au divorce, et ce, après 15 ans de mariage. Sur conseil, ils ont écrit chacun une liste de ce qu'ils reprochaient à l'autre et en parallèle,
Ils ont écrit notre liste de tout ce qu'ils aiment chez l'autre. Alors, c'était tout ce qui leur passait par la tête, du genre « j'aime son regard ». J'aime que mon épouse me prépare mon petit-déj chaque matin, qu'elle coupe mes tartines en diagonale, qu'elle fasse ma lessive et celle de nos enfants, etc. La première liste, celle qui relevait les défauts, ils se l'ont échangée. Pour la seconde, chacun devait l'accrocher dans un endroit où elle serait bien visible et où il pourrait la lire au moins une fois par jour. Ça pouvait être au bureau, dans la voiture, peu importe, tant qu'elle est visible. Il rapporte que le fait d'avoir lu cette liste chaque jour lui permettait de se focaliser sur les qualités de son épouse. À force, ses défauts devenaient de plus en plus petits à ses yeux. Ça ravivait la flamme entre eux et petit à petit, il revoyait son épouse comme au début du mariage. Là, ça fait 25 ans qu'ils sont mariés et tout va pour le mieux. Une simple habitude a changé leur vie. Pour revenir à l'ego, je compte m'y attarder, mais ce n'est pas pour rien. La raison en est qu'au centre de tout conflit, tu le trouves. Les sages disent que nous n'avons pas d'autre ennemi que lui et connaître le fonctionnement de son ennemi est la meilleure façon de le contrer. Donc, une autre de ses facettes est le refus de s'excuser. Bien qu'il se renforce grâce au sentiment de culpabilité, il s'amenuise lorsqu'on s'excuse. Si chacun refuse d'écraser son propre ego plutôt que de le satisfaire, il continuera de nous persuader que le problème vient de l'autre et forcément l'autre fera pareil. De ce cercle vicieux, on ne peut s'en sortir que de deux manières. En divorçant, si on choisit la voie de la facilité. Mais alors, on n'a pas résolu le problème à la source. On y a seulement mis un couvercle. Ou alors, on en prend conscience et on lutte dans ce sens. Ce n'est peut-être pas le chemin de la facilité, je te l'accorde, mais il mène à la tranquillité d'esprit et surtout à la réussite dans tous les domaines de sa vie. Le refus de s'excuser. Lorsqu'un couple va mal, les deux ont toujours quelque chose à se reprocher. Nul ne peut affirmer être tout blanc, on est d'accord. Une personne qui n'a jamais demandé pardon à son conjoint a un réel problème d'ego. Et ça lui jouera aussi des tours dans ses relations sociales. Il m'est déjà arrivé de me retrouver entre deux personnes se disputant, l'un reprochant à l'autre de ne jamais s'excuser. Bien sûr, je ne dis pas de dire amen à tout. C'est juste que ne jamais le faire, ou le faire une fois tous les 3 ans, est une mauvaise manière de plaider sa cause. Car l'homme, en particulier, ne comprend pas les messages cachés derrière les refus de s'excuser. Bien que plus maladroit et qu'il recommence plus souvent ses erreurs, il a ces périodes de prise de conscience où il demande réellement pardon. Et lors de ces moments, il veut vraiment ne plus reproduire ses actes. Parfois, il suffit d'un peu de douceur. Il suffit de passer sur les fautes et d'agir avec l'autre comme s'il ne faisait rien de mal. Qu'il ne se sente tout simplement pas jugé ou oppressé par les reproches et les trop longues périodes de silence, afin qu'il prenne conscience de ses fautes et de la chance qu'il a. Le sentiment de culpabilité bousille le moral. Beaucoup sont en dépression parce qu'ils en souffrent énormément. Et souvent, on se sent coupable sans raison valable. Pourtant, on ne devrait pas. On ne devrait jamais ressentir de la culpabilité sans avoir voulu consciemment faire du mal à l'autre. Mais pourquoi au fait? Parce que la souffrance est le contraire de l'éveil. Donc, faire souffrir quelqu'un, c'est l'enfoncer indirectement dans son état d'inconscience et donc perpétuer ce qu'on n'apprécie pas chez l'autre, étant donné que le mal est toujours inconscient. Se venger de l'autre, c'est le pousser quelque part à reproduire les actes pour lesquels on lui en veut. Bien que tu penses bien faire, tu attires à toi les exacts contraires des résultats que tu recherches. J'espère ne pas t'avoir perdu en chemin. Les femmes pardonnent beaucoup,
et pourrait pardonner ce que l'homme ne pourrait jamais excuser. On le voit bien autour de nous. Mais le fait de refuser de dire ces simples mots « excuse-moi, je regrette ce que j'ai dit », ça peut annuler toute prise de conscience et toute affection. Le fait de se focaliser sur les défauts de l'autre est une forme de duperie de l'ego, ayant comme but de nous empêcher de voir nos propres fautes. Que ceux qui font cela sachent qu'on est en train de ruser contre eux, qu'il est pénible de vivre avec une personne qui fait constamment des reproches. Personnellement, je ne connais personne ayant un minimum d'estime pour soi, pouvant supporter ça toute sa vie. Et pourquoi faire autant de reproches au fait? Dans quel but égoïste? Même si on se dit que c'est pour son bien, les reproches détruisent plus qu'ils ne construisent. On attend quoi de l'autre après tout? Qu'il soit parfait? C'est peine perdue. Il ne le sera jamais. Certains ont une image utopique de la personne parfaite pour eux et veulent à tout prix façonner leur conjoint à cette image. Et de la mauvaise manière surtout. Encore une fois, nul ne sera jamais parfait. Donc, ce que tu attends est impossible. C'est comme essayer d'attraper le vent. Rechercher la perfection, c'est rechercher une chose qui n'existe pas sur Terre, du moins en l'humain. Et si tu ne changes pas ta manière de penser et de voir les choses, ton conjoint aura beau faire tous les efforts du monde, même s'il finit par se débarrasser de tous les défauts que tu lui reprochais au début. D'autres apparaîtront à tes yeux, et ce jusqu'à la fin de tes jours, et vous ne vivrez jamais en paix l'un avec l'autre, car toujours dans l'attente du jour où tout sera comme tu l'imagines. Est-ce vraiment ce que tu veux? C'est une grosse erreur de vouloir changer quelqu'un à tout prix et rapidement. Tellement d'énergie perdue pour une cause perdue, et puis jamais personne n'a changé durablement seulement par amour. Les gens changent par conviction, quand ils mûrissent. Les gens changent parce qu'ils le décident de plein gré. Ils changent quand ils voient des exemples de réussite, parce qu'ils veulent connaître le même bonheur que ces personnes. Apprends d'abord à être heureux. Si tu es heureux ou heureuse, les gens voudront être comme toi et ils accepteront des leçons de ta part, s'ils sont prodigués avec sagesse et bienveillance, bien sûr. Les gens changent grâce aux situations de leur vie, c'est une évidence. C'est souvent lorsque la vie devient dure avec nous qu'on s'améliore. C'est d'ailleurs le but de toute épreuve. Les mariages d'intérêt et les mariages d'amour. Pourquoi l'un est voué à l'échec et l'autre connaît un franc succès? À force d'observation, j'ai compris que se marier par amour est une erreur. Je m'explique. Généralement, ce que je retrouve chez tous les couples qui ont tenu, c'est qu'ils ont des objectifs communs. Bien sûr, il faut une certaine compatibilité physique et chimique, mais au-delà de ça, ils ont une vision commune de la vie. Donc j'en suis naturellement venu à la conclusion que pour que ça tienne, mieux vaut se marier par intérêt plutôt que par amour. L'amour est un plus. L'amour, ça vient toujours avec le temps. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on vient de connaître, à moins qu'il ou elle dégage une aura tellement bénie qu'on affectionne cette personne sans même la connaître. Mais ça, c'est un autre sujet. Beaucoup aussi confondent amour et coup de foudre. La différence la plus marquante, c'est que l'un est passager, l'autre peut durer toute la vie et plus encore. L'amour véritable ne meurt pas. C'est plutôt un privilège accordé aux couples qui ont su faire preuve de patience, de justice, de droiture. L'amour est un édifice dont la patience, la fidélité, l'altruisme, la bienveillance, la résilience et la bonté en sont les piliers, et la stabilité son sommet. L'amour,
C'est le droit légitime des couples ayant traversé les tempêtes de la vie main dans la main, sans briser le pacte. En gros, ils ont construit leur amour. Même si le mariage d'intérêt peut paraître péjoratif, cela n'empêche que ça concerne le plus haut taux de réussite. Pour te citer l'un des exemples les plus frappants, prenons les mariages entre personnes de grande caste. La plupart tiennent jusqu'à la mort. Pourquoi? Pourtant ce ne sont pas des mariages d'amour à la base. Ils avaient comme but d'établir des alliances, de garder des richesses et des avantages au sein de certains clans. Et puis, à l'opposé, il y a les mariages d'amour. J'aime aussi les appeler les mariages de passion. Ceux qui se marient par besoin ou parce que les copains et copines sont mariés. Je ne veux pas rester à la traîne. Pour la beauté ou toute autre chose qui tourne autour de la forme. Que cela sache qu'un jour, tout cela ne sera plus. Ou peut-être plus. La beauté s'altère inéluctablement. La richesse aussi peut laisser place à la pauvreté. J'en connais des histoires. Cher homme, écoute bien. Si tu te maries pour sa beauté, tu seras déçu. Un jour, elle la perdra. Tout ce sur quoi tu auras posé tes yeux ne sera plus. La femme est une créature qui fait don de soi, bien plus précieuse et sacrée que la beauté elle-même, car elle sacrifie, ou plutôt, elle transmet sa beauté et sa jeunesse à ses enfants. Elle sacrifie son corps en les portant, en les mettant au monde. Par contre, un cœur bon ne s'altère pas. Au contraire, il mûrit et ne devient que plus sucré, plus sacré. La jeune fille laissera place à la femme, la mère de tes enfants, qui endossera 3 autres rôles en plus du sien. Celui d'une mère lorsqu'elle te réveillera le matin et te fera manger. Celui d'une sœur qui t'écoutera et te conseillera lorsque tu lui raconteras tes péripéties. Et puis celui d'une amie, parce que c'est avec elle que tu es censé le plus rire. Chère femme, la passion du début vient à son terme plus vite que tu ne le penses, et encore plus vite à notre époque. Mais si tu le choisis pour ce qu'il est plutôt que pour ce qu'il a, sache qu'un cœur bon devient meilleur, il mûrit et devient plus doux. Si vous avez les mêmes buts, sachez qu'un jour vous les atteindrez. Seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et être au sommet n'en vaut pas le coup s'il n'y a personne avec qui partager les fruits de son succès. Si en revanche vos buts diffèrent, alors vous vous éloignerez tous deux. De vos buts, mais pas que ça. Vous vous éloignerez l'un de l'autre. Vous finirez par vous percevoir l'un l'autre comme un blocage dans votre expansion. Alors, un bon conseil, choisis bien entre mariage d'intérêt et mariage d'amour. Le mariage d'intérêt ne veut pas dire mariage sans amour, dans lequel il n'y aura jamais d'amour, non, mais seulement un amour différent. Avec l'émergence des réseaux sociaux, on a assisté à la multiplication des relations d'ego. Une relation d'ego, c'est quoi, sinon tout le contraire d'une relation saine? On veut quelque chose de l'autre, du matériel ou bien satisfaire ses désirs charnels ou encore de la reconnaissance en croyant que cette personne puisse combler un vide intérieur. Ça donne des relations de dépendance qui, tôt ou tard, laissent un plus grand vide encore et encore plus de blessures à soigner. En gros, attendre quoi que ce soit de l'autre est nuisible pour les deux parties. Selon les sages, une relation saine en est une où on laisse l'autre grandir à son allure, sans le brusquer ni le juger, où l'on n'attend tout simplement rien de l'autre. J'ai d'ailleurs relevé 6 avantages à n'émettre aucun jugement sur autrui. Ne pas le bousculer en le laissant se développer à son allure, tout simplement. Premièrement, tu finis par gagner grandement en calme intérieur.
le fait de ne plus être focalisé sur les défauts d'autrui, d'accepter tout simplement ce qui est, nous débarrasse d'un énorme poids et donc contribue grandement au lâcher-prise. Deuxièmement, tu verras ton énergie augmenter, tu seras plus positif, plus à l'aise dans ta relation, car débarrassé du poids du mépris, de la rancune ou toute autre émotion néfaste pour la santé mentale et physique. Troisièmement, ça améliorera tes relations avec les autres, car tout le monde aime les gens qui ne les jugent pas, qui se mêlent de leurs affaires et agissent avec désintéressement pour leurs avoirs et avec indulgence. Quatrième bénéfice, tôt ou tard, ton comportement dépeindra sur ceux qui t'entourent, car en fin de compte, nous ne sommes que la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Cinquièmement, les autres finiront par agir avec la même indulgence à ton égard et te porteront le même regard de bienveillance. Du coup, ta vie deviendra beaucoup plus facile et agréable. Sixièmement, tu évolues spirituellement et socialement, vu que désormais tu te seras débarrassé de ce qui t'encombre l'esprit. Tu auras les idées plus claires et des pensées plus équilibrées. Seul un esprit clair peut donner naissance à des idées qui changent la vie. Tu réfléchiras mieux aux façons de l'améliorer et prendras de meilleures décisions. Avant de te laisser, je voudrais te donner quelques clés qui, je pense, amélioreront ta vie commune, d'accord, et ta vie en général. Si tu veux recevoir une chose, sois prêt à la donner en premier. Force-toi à la donner en premier. Sois résilient, en acceptant que rien n'est complètement parfait. C'est en voyant la vie d'un bon œil qu'elle devient plus belle. Ceux qui réussissent dans tous les domaines, qui mènent la vie qu'ils veulent, sont ceux qui mêlent patience et introspection. Dans la vie, on reçoit toujours ce que l'on est, pas forcément ce que l'on veut. Ceux qui se focalisent sur les qualités des autres plutôt que leurs défauts s'assurent la paix, intérieure et extérieure, et apportent un véritable changement autour d'eux. Mettre la justice et la vérité au centre de ses actions, c'est gagner à tous les coups, même si certaines fois les circonstances laissent paraître le contraire. Ce n'est qu'une question de temps. Sois patient. Sois toi-même. Ne joue pas un jeu pour plaire à qui que ce soit. Il y a forcément ta moitié quelque part. Ce que tu recherches, te recherche aussi. Proverbe arabe. Communique, mets carte sur table. Ce qu'on ne dit pas ne disparaît pas mais se transforme. Le tout, c'est d'apprendre à user de sagesse pour savoir comment dire les choses sans qu'elles portent préjudice, à toi en premier. Débarrasse-toi de tes appréhensions, ne généralise pas. Les bonnes intentions permettent de dormir la nuit sur ses 2 oreilles. Nul n'a le cœur tout blanc, nul n'a un cœur complètement noirci. Chacun a une part de bonté en lui qu'il cultive ou pas. En fait, le bon comportement et la bonne parole est le meilleur moyen de la faire ressortir en chacun. Ne prends jamais de décision lorsque tu es énervé. Change-toi les idées. Oublie. Laisse-toi un temps, puis, lorsque tu seras plus calme, analyse. Pèse le pour et le contre. Les décisions prises dans l'émotion sont trop hâtives, et donc la plupart du temps des sujets de regret, même si on ne veut pas se l'avouer par fierté. Sois un leader. Ils sont aimés de tous, car lorsqu'ils ordonnent une chose, ils s'incluent dedans. Bien qu'il ne court pas les rues, l'amour existe toujours. Il est l'essence même de la vie. Le tout, c'est de le chercher au bon endroit. La passion des premiers instants s'en va, certes, mais c'est soit elle laisse place à l'amertume, soit elle fait place à plus grand encore. Tout est une question de perspective.
Mieux vaut se soigner de son passé avant de se lancer. On ne construit pas sur des décombres, on relativise, on nettoie, puis on rebâtit. Chaque expérience a ses raisons, aucune d'entre elles ne devrait nous rendre pessimistes, car tout suit un plan parfait, un plan minutieux. Les échecs du passé ne présagent en rien des échecs futurs. Pour ne plus vivre les mêmes situations, il ne faut plus reproduire les mêmes erreurs. Les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Ne l'oublie pas. Se taire lorsqu'on est en colère est sûrement l'une des meilleures choses à faire, car lorsqu'on est en colère, on regrette la plupart de nos actes et nos paroles. Ce qui sort de nos bouches dans ces instants fait la plupart du temps encore plus de dégâts. Si ce qui pourrait sortir de notre bouche n'est pas dans un but constructif et dénué de haine, et même si ça répond à ces deux critères, mais que c'est formulé sans sagesse, sans finesse, mieux vaut garder le silence. Chaque chose en son temps. Pour apprendre à être heureux avec quelqu'un, il faut d'abord apprendre à être heureux seul. Fermer les yeux sur les petites erreurs des autres est une forme de sagesse, de grandeur et de force. Les personnes faciles à vivre sont appréciées par tout le monde. Tout le monde aime leur compagnie. Patience. Patiente car Rome ne s'est pas faite en un jour. Tout changement durable prend du temps. Toute chose qui en vaut la peine peut nous faire passer par des moments de peine. Tout ne sera jamais tout rose. Celui qui apprend la résilience apprend comment accepter, se satisfaire de ce qui est et surtout, comment lutter contre les circonstances déplaisantes de la meilleure des manières. Trouve-toi des objectifs. Ainsi, tu ne mettras jamais un être au centre de ta vie. Mettre un être au centre de sa vie, c'est lui donner les clés de son existence quelque part. Sois là de tout ton cœur pour l'autre, bien sûr. Sois juste et bon. Mais ton objectif doit être encore plus grand que la simple recherche de reconnaissance. Un cœur, on n'en a qu'un, et il est précieux. Ne lave jamais ton linge sale en public. Toi, tu finis par oublier ce qui s'est passé lorsque l'orage se dissipe. Mais ta famille et tes amis jamais. Ils garderont toujours en tête l'acte de ton conjoint et ne le verront peut-être plus jamais de la même manière. Pire, on pourrait calomnier en ton absence sur votre couple. S'il faut mettre une personne entre vous, faut qu'elle soit de confiance. Pour te donner une piste, sache que si elle ne te rapporte rien des autres, il y a de bonnes chances qu'elle ne rapporte rien aux autres non plus. Méfie-toi des soupçons, car les mauvais soupçons emplissent le cœur de haine, et en plus de perdre la personne que tu aimes, tu risques de perdre ta paix intérieure, et au final de te perdre toi-même. N'espionne jamais, si tu aspires à la paix intérieure. Ne pas faire culpabiliser l'autre pour ses défauts, mais agir plutôt intelligemment, en montrant l'exemple par ses actes. Voilà l'enseignement efficace. Voilà l'enseignement véritable. S'il nous est impossible de devenir aveugles sur les défauts des autres, alors devenons muets. En agissant avec bonté, on ne tarde jamais à observer des changements positifs. Sur ces mots, je vais te laisser. Je pense avoir fait le tour de la question. Si tu as des suggestions, l'espace commentaire est là pour ça. Je suis conscient de ne pas avoir tout dit, mais assez pour qu'on s'améliore. Ces humbles conseils, je les formule avant tout à moi-même. Je te dis à l'approche, ah oui, j'ai failli oublier le meilleur conseil de la vidéo. Alors écoute bien. Don't worry, be happy.